Salut à toutes et à tous, c'est Anarchiked et aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de No Running Corridors. Oui, exactement, vous avez bien entendu, le dernier épisode de No Running Corridors. A cette occasion, Léonard et moi avons bricolé une critique traditionnelle parsemée d'arguments forts et de francs moments de comédie, le tout en un peu moins de 15 minutes. En d'autres termes, cet épisode ressemble à tous les autres, à ceci près que sa longueur frôle l'illégalité. Tu n'oublies pas quelque chose? Mes lunettes? Non. Mon magnifique chien en porcelaine? Non plus. Le crâne de Stanley Kubrick? Je t'aime. Tu me fais un peu peur, et c'est toujours pas ça. Ah, que celui qui n'a jamais oublié me jette la première bière. Ah, on me signale dans l'oreillette que j'ai beaucoup trop parlé, j'ai perdu trop de temps, du coup le générique de début va très certainement me couper la parole avant que je n'ai pu te dire que... Zéro Théorème est un film de science-fiction britannico-romano-français sorti le 2 septembre 2013 en Italie, pourquoi pas, le 14 mars 2014 au Royaume-Uni et enfin durant l'été de la même année en France. Réalisé par Terry Bordel de merde Gilliam, C'était donc ça! Auteur de Las Vegas Parano, L'Armée des 12 singes, Les aventures du baron de Munchausen et j'en passe. Il a pas cité Brésil. Il a pas cité Brésil. Son scénario n'est pourtant pas du fait de l'ancien Monty Python. Ah merde. Moi je sais, c'est plutôt décevant, mais il y a une anecdote à ce sujet. Ok, mais alors fais vite. En 99, alors que Gilliam est embringué dans l'enfer de développement de l'homme qui tua Don Quichotte, dont on peut avoir un aperçu dans l'excellent documentaire Lost in La Mancha, un illustre inconnu répondant au nom de Pat Rushin écrit la nouvelle qui donnera 15 ans plus tard sa substantifique moelle à Zéro Théorème. Intitulée The Call, il est amusant de noter qu'elle contient un bon milliard de références aux cinéastes britanniques, et d'une, et deux, c'est justement pour cette raison que Terry Gilliam lui-même décidera de l'adapter sur grand écran à partir de 2012. À ton avis, ça prend combien de temps d'écrire une nouvelle? Je suppose que ça dépend. Ok, alors ça s'appelle L'Odyssée d'une orange en métal, c'est un récit de science-fiction, il y a du sang, des insultes, et ça se passe en 2001, pendant la guerre du Vietnam. Pendant que Léonard recherche activement un éditeur, je vais vous faire une confidence. Loin de moi l'idée d'ennuyer mon auditoire, mais je pourrais introduire Zéro Théorème encore pendant des heures, en évoquant au hasard les détails de sa gestation difficile qui méritent assurément d'être évoqués. Mais cela est tellement spécifique à la carrière de Terry Gilliam, tant le cinéaste a la réputation d'être maudit, que je suis en train de me dire cela reviendrait à énoncer de bons gros lieux communs. Or donc, pénétrons dans l'univers fantasque du long métrage, sans plus attendre. On a encore eu de la chance. Dans un futur indéterminé mais à vue d'œil assez proche, Londres est devenue une cité gadget avec ses publicités personnalisées qui vous poursuivent dans la rue et où le virtuel semble avoir pris le pas sur le réel. Hormis l'apparente surpopulation, la ville apparaît chaleureuse, accueillante et prospère, et à l'exception de quelques mauvais bougres, les individus semblent tous se complaire dans une profusion artificielle, tant les éléments qui composent leur quotidien, des bancs aux véhicules en passant par le matériel informatique, sont supposément fabriqués dans une usine de jouets. Eh, manquerait plus que la grande récré fasse partie des producteurs. Tout porte à croire que cette artificialité est entretenue par la société Mancom, vaste organisme tentaculaire qui essaye tant que faire se peut de déchiffrer les mystères de la vie grâce à la magie de l'informatique. Et visiblement, elle y parvient. Non, je dis visiblement parce que ça fait même pas 5 minutes que le film a commencé qu'à chaque putain d'image, un réseau de symboles orwelliens nous fait comprendre subtilement que tout est sous contrôle. Mancom, making sense of the good things in life. Tout naturellement, le héros, ou plutôt l'anti-héros de cette histoire, se trouve donc être un personnage à l'image de ce que devrait être la société cyberpunk, c'est-à-dire une figure froide et sombre, alors qu'il s'agit ici de l'exact inverse. Interprété par le magistral Christoph Waltz, un de mes acteurs préférés depuis son rôle de Hans Landa dans Inglourious Basterds, Et de 3. Quinn est un individu quelque peu névrosé. Occupant une église réaménagée en habitation, il ne supporte aucun contact physique avec autrui, déteste le bruit et la foule, et par-dessus tout parle toujours de lui à la deuxième personne du pluriel, sans demeurer schizophrène pour autant, probablement pour évoquer sa dualité à la fois désabusée et en même temps désireux de découvrir un intérêt nouveau pour la vie au cours d'un inespéré entretien téléphonique. Pour autant, rien ne l'empêche d'être une véritable machine de guerre en mathématiques, abattant le boulot comme on déforeste des terrains de foot. Aussi, il se rend chaque matin au charbon, travaillant à contre-cœur pour le compte de la société Mancom. Et oui, encore elle. Sous la direction de Joby, superviseur déjanté autrefois professeur à l'école de sorcellerie Poudlard, Cohen traite à longueur de journée des données appelées des abstractions, visant à satisfaire le mystérieux dessein orchestré par Monsieur Management. C'est qui Management? Un caméléon de Jackson. Plus sérieusement, j'apprécie beaucoup le personnage de Management, car il est à la fois tout le monde et personne, d'où ma comparaison avec cet étrange animal qu'est le caméléon de Jackson.
Mais encore plus sérieusement, pour qu'à votre tour vous puissiez l'apprécier, il me faut taire certaines informations à son sujet. Essentiellement, sachez qu'à la demande de Cohen, il assigne ce dernier à domicile pour tirer pleinement parti de son potentiel et démontrer le théorème indémontrable qui donne son titre au film, le théorème 0. Sans blague. C'est donc au moment précis où Cohen se familiarise avec son nouveau logiciel que démarre le deuxième acte. Deuxième acte? Seulement? Prends pas ton air de vierge effarouché comme ça te va pas. Tu me dégoûtes. A partir de là, l'étau se resserre autour de Cohen et du spectateur, ce dernier s'étant normalement attaché au protagoniste, puisque Zéro Théorème se poursuit en un huis clos paradoxalement filmé de manière très aérienne, à grand renfort de plans larges et de mouvements de caméra fluides, avec pour noyau l'ordinateur, soit l'outil qui servira à prouver que l'univers est une vaste supercherie qui ne tient debout que parce que l'homme a décidé d'y croire, et de la corroborer depuis des siècles et des siècles à travers une nuée de chiffres absurdes. Toujours est-il que travailler sur le théorème 0 est une véritable aubaine, l'occasion rêvée d'entamer une retraite quasi religieuse, même si, entre nous, on ne peut pas vraiment invoquer la piété devant pareille créature en habit moulant d'infirmière sulfureuse, interprétée par Mélanie Thierry, quoique beaucoup plus charmante avec davantage de tissu. Ah, soudainement, je me découvre une passion pour ce film, hein. Tiens donc, je ne m'y attendais pas du tout. Cependant, je m'insurge. Mélanie Thierry n'a pas besoin d'autant de tissu pour être belle. Bon alors là, je vais certainement en décevoir plus d'un, mais Bensley ne fait pas vraiment partie du corps médical. En effet, elle officie en tant qu'entremetteuse sur un site internet coquin, et si l'utilisateur derrière son écran est affublé d'une combinaison de réalité virtuelle en état de marche lors de sa connexion au dit site, il accède à l'inconscient de la jeune femme, à la condition sine qua non que cette dernière soit elle aussi en ligne. Mais là, je n'apprends rien aux enfants de la génération Y hyper connectés, dont 83% des natifs se créent un compte Facebook pour consommer de l'information plutôt que d'en créer. Oh, c'est engagé là, hein. Ça rigole plus, ça dénonce. Finalement, l'informaticien va se trouver face à un cruel dilemme. D'un côté s'offre à lui l'opportunité d'accomplir un travail concret entre deux plats surgelés, parfois quelques pizzas commandées par le fils surdoué de management venu en renfort, et peut-être se voir récompensé par le coup de téléphone censé lui apprendre le sens de la vie, et d'un autre une échappatoire, l'accès au paradis selon Bensley, ce genre de tableau qu'il faut encadrer avant qu'il ne soit trop tard, que le monde ne s'effondre sous les pieds de tourtereaux vivant par procuration à travers un système numérique, puisque de toute façon il va s'effondrer, c'est inéluctable, car comme le disait Nietzsche, le monde tel qu'il est ne devrait pas être, et le monde tel qu'il devrait être n'existe pas. Boum, qu'est-ce que tu vas faire? Sur ces belles paroles, je crois qu'il est temps d'attaquer la conclusion de cette vidéo, savourez bien parce que c'est la dernière. Si vous suivez assidûment cette émission, vous savez que je n'ai pas pour habitude de laisser la vie générale m'influencer lorsque j'analyse une œuvre. Ma quête d'objectivité ne saurait être compromise par aucun obstacle, encore moins l'opinion de soi-disant cinéphiles uniquement intéressés par les blockbusters, mais dans le cas précis de Zéro Théorème, force est de constater qu'elle est majoritairement négative et par conséquent iconoclaste. Sacrebleu, mais pour quelle raison? Eh ben j'allais y venir justement. Parmi les badauds impatients de retrouver Gilliam sur une œuvre d'anticipation, critiques et spectateurs lambda sans distinguo aucun se sont rués au cinéma en espérant bouffer du Brésil et de l'armée des 12 singes, allant jusqu'à imaginer Zéro Théorème en digne héritier des deux mastodontes. Sauf que le concerné n'a jamais, au grand jamais, eu pour vocation de conclure une quelconque trilogie d'anticipation, quoi que l'on puisse lire, voir ou entendre sur internet. Même la presse spécialisée y est allée de son petit commentaire sur le sujet, profitant de l'occasion pour déplorer une qualité d'écriture en deçà de celle de ses prédécesseurs, et fourré dans le même panier des décors, costumes et accessoires un peu cheap à l'instar des effets spéciaux, sans tenir compte à aucun moment des problèmes de production et du budget relativement réduit pour de la science-fiction. Ah mais s'il faut tenir compte de ça, pour être objectif, on n'est pas rendu, c'est moi qui te le dis. T'as quand même conscience qu'on a pris la peine de le faire dans chacun des épisodes. Mais justement, tout le problème est là. Le seul point sur lequel je rejoins la majorité, c'est l'absence de thème marquant dans la bande originale. C'est vous dire à quel point mon désaccord est grand. Aussi, croyez bien que je ne manque pas d'arguments pour l'étayer, à commencer par celui-ci. Contre toute attente, et quand bien même a-t-il sombré dans l'oubli, des tas de gens aiment ce film. Cela sous-entend bien qu'il n'est pas dénué d'un certain charme. Par exemple, on peut porter à son crédit une brochette d'acteurs absolument fantastique, Christophe Waltz ayant fait l'effort de jouer sans système pileux et Mélanie Thierry en anglais. Fort heureusement, la réalisation n'est pas non plus en reste, offrant parfois de belles fulgurances, notamment au niveau du format de l'œuvre. Tournée en 16/9 avec le plus grand angle possible à la limite du fisheye, elle a subi un vignettage visant à proposer une expérience uniforme, identique d'un écran à un autre, et de ce fait immerger plus efficacement le spectateur. Mais cela donne tellement de cachet au métrage qu'en ressort une admirable volonté de rendre un univers typiquement rétrofuturiste attrayant, et par conséquent crédible sans forcément avoir recours à du numérique superflu. Ouais,
Je suis pas convaincu, hein. Pourtant, c'est vrai, les images de synthèse ne sont utilisées qu'en de très rares occasions, notamment pour rendre des éléments impossibles à filmer en vrai, comme un trou noir, une interface futuriste ou une séquence de réalité virtuelle. Non, mais moi je parlais de la crédibilité de l'univers. Oh là là. Bon, je vais essayer de faire court. Avant de répondre à la question de sa crédibilité, il faut d'abord comprendre le fonctionnement de cet univers, et ses mécaniques de base. Mécanique que l'on rattachera ici non pas à la dystopie, mais plutôt à une autre entité monolithique de fiction, la contre-utopie. Oh mon dieu, je crois que j'ai compris. La contre-utopie, c'est basiquement l'échec de l'utopie. Non mais vraiment, je t'assure... Le portrait d'une société en apparence idéale, mais qui, en réalité, fait miroiter à ses acteurs un bonheur inatteignable pour mieux les asservir. Oh et puis je t'emmerde. C'est pour ça qu'à l'exception de Cohen, tous les habitants de cette foutue métropole sont heureux. Le fait d'être exploité ne les dérange pas plus que ça, non pas parce qu'ils sont cons, mais parce qu'ils l'ignorent, faisant ainsi l'objet d'une ironie dramatique assez corrosive. Alors certes, la vérité apparaît à certains d'entre eux, comme Bensley ou Joby qui finissent le film au fond du trou, mais c'est indirectement la faute à Cohen qui les a entraînés dans sa chute. Du coup, pour en revenir à cette histoire de crédibilité, non seulement l'univers est fourmillant de détails ambivalents, tels qu'une œuvre d'art composée de panneaux d'interdiction détournés et exposés fièrement au beau milieu d'un jardin public, ce qui prouve bien qu'en réfutant les dogmes oppressifs d'un régime archaïque, le peuple croit dur comme fer s'être émancipé, mais en plus, il est vecteur des thèmes universels développés par l'intrigue, les faux semblants, le destin, l'aliénation technologique. Donc ouais, l'univers fait toc, et je comprends parfaitement qu'on puisse ne pas y être sensible, mais alors c'est complètement assumé et réfléchi. Pour en finir une bonne fois pour toutes, Zero Theorem est exactement le genre de production à la fois couillue et intelligente que j'ai envie de mettre en avant dans Noriko, d'autant que celle-ci plus que les autres demeure accessible. En conséquence de quoi vous n'avez aucune excuse pour ne pas la regarder, et si vous l'avez déjà regardée mais pas du tout aimée, je vous en conjure, laissez-lui une deuxième chance, car j'ai l'intime conviction qu'armé de toutes les interprétations, de toutes les idées émises durant cette vidéo, vous aurez la présence d'esprit de passer outre sa réputation catastrophique et la verrez sous un nouveau jour. Et toute la beauté, la nostalgie que soulève cette affirmation, c'est qu'elle peut être ramenée à toutes les autres productions audiovisuelles traitées dans la saison 1 de cette émission dont nous devons à présent faire le deuil. Alors c'est la fin. Eh oui Léonard, c'est le dernier épisode de No Running Corridors. Mais pas le dernier des derniers, hein, simplement le dernier de la saison 1. Du coup, c'est une fin de saison pour nous et pas une fin d'émission, et il y a décidément beaucoup trop de répétitions et d'hésitations dans cette phrase. C'était tout de même une belle aventure. Dans laquelle tu m'auras bien fait chier. Ça s'appelle de l'amour vache pour ta gouverne. De l'amour vache et platonique. Parce que, faut pas déconner, je t'aime bien, mais... Pas déconner, quoi. Ouais, c'est vrai que ça m'aurait semblé bizarre, sinon. Et je me recoiffe. Bref, merci à tous de nous avoir suivis jusque-là, ce fut un réel plaisir de critiquer des films pour vous, de vous orienter un petit peu dans cette jungle qu'est l'industrie du cinéma. Néanmoins, vous n'imaginez pas tout ce qu'il reste à explorer, c'est absolument faramineux, c'est inconcevable. Du coup, la saison 2 arrive très vite avec toujours plus de films méconnus et originaux à faire découvrir. Du coup, soyez patients, des bisous, et à très bientôt. Boum, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que c'était que ça?